Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 1er septembre 2025. Un nouveau mois, mais les informations continuent sur Viva Événement. Et justement, dans les actualités de ce jour, la cérémonie de remise de distinction honorifique s'est tenue aujourd'hui au Palais d'État Diavelou en l'honneur des joueurs, des entraîneurs ainsi que des membres du staff technique de l'équipe nationale Barea, vice-championne du Tchad 2024, ainsi que les responsables de la Fédération malgache de football. Nous pouvons désormais être fiers car le football malgache a réellement atteint un niveau élevé, a déclaré le chef de l'État Ange Rajoelina aujourd'hui. Lors de la cérémonie, il a annoncé que les joueurs qui prépareront le Tchad 2026 bénéficieront d'un accompagnement dès maintenant. Ils recevront une bourse d'entraînement afin de pouvoir se consacrer pleinement à leur carrière professionnelle. Les détails avec Judikel Rangenérine et Ando Razanjaipe. Le palais d'État Diavelou a reçu aujourd'hui spécialement les joueurs des Barea de Madagascar. Les décorations nationales qui leur ont été décernées témoignent de l'honneur et de la reconnaissance qui leur revient en récompense des exploits réalisés par les héros du pays, les Barea, leurs entraîneurs et les équipes techniques. C'est le président de la République, Ange Rajoelina, qui a remis les distinctions accompagné de son épouse, Mel Rajoelina, ainsi que des familles des joueurs. La performance des Barea au Tchad est un succès pour Madagascar. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat du soutien qu'ils ont reçu, a rappelé l'entraîneur, un soutien venu du chef de l'État. Les Malagasy peuvent désormais être fiers. Madagascar n'a pas à fléchir face aux grandes nations, a déclaré le chef de l'État. Le niveau du football malgache n'a cessé de progresser, à en juger par les résultats obtenus dans les compétitions internationales sous ce mandat. Le chef de l'État a affirmé que cette réussite se poursuivra. Les joueurs appelés à composer l'équipe nationale en vue du Tchad 2026 bénéficieront également d'un appui particulier, notamment des bourses d'entraînement. Lors de cette cérémonie, 5 distinctions ont été remises au grade d'officier de l'ordre national, parmi lesquels le coach Roro et 4 joueurs. Les autres joueurs ont été faits chevaliers de l'ordre national, les équipes techniques ainsi que les membres de la FMF ont été décorés au titre de commandeur de l'ordre du mérite de Madagascar, chevalier de l'ordre de mérite de Madagascar et chevalier de l'ordre de mérite sportif. Certains joueurs appartenant aux forces de l'ordre ont également reçu une promotion de grade. Un hommage particulier a été rendu à Garol, qui a réintégré officiellement aujourd'hui l'armée en reconnaissance de son courage. Comme promis, une récompense a également été remise aux joueurs ce jour, non pas dans des enveloppes, mais dans de véritables cartons. Et revenons un peu sur la journée d'hier, pendant l'accueil des Malagasy, justement, de l'équipe nationale Barea. Des milliers de personnes ont accueilli les héros de la nation, les Barea à Prime, hier après-midi à l'aéroport international d'Ivat. Les routes empruntées par les joueurs étaient totalement envahies par la foule. L'accueil a été particulièrement marquant, également au niveau du lac qui arrive. Reportage de Fanlessena Mireille sur les images de Zaran Jiansu. C'est hier vers 15h30 que les héros de la nation, les Barea A', vice-champions d'Afrique, ont atterri à l'aéroport international d'Ivat. Il a fallu près d'1 heure pour que le cortège des Barea quittant l'aéroport en direction du lac Arrive traverse la foule des milliers de Malagasy venus les accueillir.
Ici, l'accueil a été remarquable, les routes longeant le lac Yarif étaient décorées de portraits de chacun des joueurs et un podium avait été dressé. Une foule joyeuse, unie, solidaire et remplie de fierté a également jalonné tout le parcours. Toutes les routes empruntées par les Baréas depuis Ival jusqu'à Mamas étaient noires de monde. Et concernant justement ce match entre les Baréas de Madagascar et le Maroc, les Baréas de Madagascar ont perdu en se battant jusqu'au bout. L'objectif était de ramener le trophée, mais les dieux du football en ont décidé autrement. C'est ce qu'a déclaré l'entraîneur des Baréas à Prime, Romuald Rakotonjabe Diroro, à l'issue du match de samedi. Le coach a également remercié les Malagasy pour leur soutien à l'équipe, tout en espérant que l'appui et la passion des supporters pour le football malgache continuent. C'est la deuxième fois que le coach Roro de son vrai nom, Romuald Rakotonjabe, conduit l'équipe nationale malgache au Tchad. La première fois, Madagascar avait décroché la médaille de bronze en terminant 3e au Tchad 2022 et cette fois-ci, l'équipe obtient la place de vice-champion. Dans la page économique, le prix du carburant a de nouveau baissé dans les stations-service à travers la Grande Île à compter de ce premier jour du mois de septembre. La plus forte baisse concerne le gazole avec une diminution de 170 ariars. L'essence a également baissé de 30 ariars par litre, tandis que le pétrole lampant, lui, a enregistré une hausse. Ces nouveaux tarifs sont applicables pour tout le mois de septembre dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe. Martina nous en dit plus. Comme à l'accoutumée, en début de mois, les prix du carburant connaissent des variations dans les stations-service. Après une baisse déjà constatée au mois d'août, cette tendance s'est poursuivie pour septembre. Selon les stations-service et l'affichage publié par l'Office malgache des hydrocarbures, le prix du litre de gazole et d'essence a baissé. Le gazole a connu une baisse plus importante avec 170 ariars, de 4700 ariars le litre auparavant. Il passe à 4530 ariars pour ce mois de septembre. Le prix du litre d'essence, quant à lui, a diminué de 30 ariars, de 5120 ariars. Il descend à 5090 ariars. En revanche, le pétrole lampant a enregistré une hausse de 170 ariars, portant son prix à 3380 ariars le litre. Ces fluctuations mensuelles des prix des carburants s'expliquent par l'application du mécanisme d'ajustement automatique des prix que Madagascar a appliqué depuis quelques mois. Et les membres du gouvernement ont repris officiellement leurs fonctions aujourd'hui après une pause de 11 jours. Malgré cette période de congé, la continuité du fonctionnement de l'administration publique et de la gestion des affaires de l'État a été assurée, notamment par certains ministères comme celui de la jeunesse et des sports qui s'est chargé de l'équipe nationale Baréa lors du Tchad ou encore le ministère en charge de la sécurité publique et de la défense nationale. Le prochain Conseil des ministres, le premier depuis cette pause, est prévu pour ce mercredi, sauf changement.
Dans les actualités diverses de ce soir, deux Français gérants d'une discothèque à Ivinge sont accusés de trafic de drogue dure et de détention illégale d'armes à feu. Leur arrestation fait suite à des violences commises avec leurs complices dans un lounge bar à Antananarivo. Reportage de Ruth Rissel, Rakout Malal. Une perquisition menée le 29 août dernier au domicile du gérant a permis la saisie d'un revolver de marque Taurus Armas, accompagné de 49 munitions de calibre 22 long rifle. Mais ce n'est pas tout. L'examen de son téléphone portable a révélé des SMS compromettants liés à un trafic de drogue dure et d'armes. Cette découverte fait suite à une plainte déposée par 3 victimes après une violente altercation survenue le 27 août dans un lounge bar d'un hôtel à Antananarivo. 7 individus, dont ces Français, avaient refusé de quitter les lieux malgré l'heure de fermeture. En état d'ébriété, ils ont agressé le personnel, détruit du matériel et menacé le caissier avec une arme. Le gérant de l'hôtel, qui avait tenté de s'interposer, a lui aussi été frappé avant de s'échapper de justesse alors qu'il était sous la menace d'un pistolet. Les clients présents ont été retenus de force à l'intérieur de l'établissement. Certains empêchés de sortir sous la menace d'armes à feu avant de réussir à s'enfuir eux aussi. Les 2 étrangers impliqués, gérants de la discothèque d'Ivinge, se sont finalement rendus aux autorités après que des avis de recherche à leur endroit aient été publiés sur les réseaux sociaux. Présentés devant la justice en fin de semaine, ils ont été placés en détention provisoire. Ils sont poursuivis pour violence, séquestration, destruction de biens et tentative de meurtre. Leurs complices, eux, restent activement recherchés. Dans la suite des actualités locales, le Bureau national de la Fédération des musulmans de Madagascar, ou FSM, a publié une déclaration condamnant l'usurpation de fonctions et la tentative d'organiser une assemblée générale sans autorisation. Selon cette déclaration, la personne en question avait déjà démissionné et n'a plus le droit de s'exprimer au nom de la fédération, contrairement à ce qu'elle a publié dans une presse locale. Reportage de Mirvlat Sferen et Brasde Nilsson. D'après la FSM, Abdul Hadi a présenté sa démission du Bureau national le 20 juillet 2009. Cette décision avait été confirmée par un arrêté du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, attestant qu'il n'exerçait plus aucune fonction au sein de la fédération. Cette situation justifie, selon la FSM, le qualificatif d'usurpateur de fonction, notamment pour l'attribution de dates erronées pour les fêtes musulmanes, la prise du rôle des responsables religieux lors de cérémonies officielles, la perturbation du calendrier religieux et l'accueil illégal du président de la République au nom de la FSM. Ainsi, la FSM a annoncé qu'elle poursuivrait le dénommé Abdul Hadi devant la justice pour ses violations répétées et a appelé les fidèles musulmans à ne pas participer aux événements qu'il prévoit d'organiser les 2 et 3 septembre prochains à Ivat. La FSM exhorte également les autorités à prendre des mesures pour prévenir d'éventuelles perturbations. Il est à rappeler que la FSM a été créée en 1974 et a confirmé ses statuts en 2003, 2015 et 2021. Depuis, il n'y a eu aucun changement officiel de nom ou de statut validé par une assemblée générale conformément à la loi. Selon le Bureau national, le seul président légal reste Abdoussoir Saïd Arsène, conformément à la décision du Conseil d'État d'octobre 2024. Et demain, une cérémonie solennelle se tiendra au mausolée d'Avar à Djamboutsaïn pour accueillir les crânes du roi Touir et de ses 2 compagnons d'armes détenus par la France pendant 128 ans au musée de l'Homme à Paris. Ces cabés ou crânes arriveront à l'aéroport d'Ivat tout ce soir et la population est invitée à les honorer tout au long de leur passage. Rose Christelle Rakout Malal. Après avoir été détenus par la France depuis 1897, les restes du roi Touir et de ses 2 compagnons d'armes sont aujourd'hui restitués et rentreront au pays. Ils sont considérés comme des héros de la nation, ayant refusé la colonisation française au XIXe siècle. Dans la nuit du 30 août, ils perdirent la vie lors de la massacre par les troupes françaises à Ambik, dans le district de Belou. Après leur mort, leurs corps furent mutilés par l'armée coloniale. Le président de la République malgache rappelle souvent qu'un peuple ou une nation ne peut progresser sans connaître son histoire. Ainsi, en novembre 2020, il avait pris l'engagement de rapatrier les restes du roi Touir et de ses compagnons vers leur terre d'origine.
Engagement désormais tenu, tout ce que je dis, je le réalise, aime-t-il répéter. Demain, une cérémonie officielle pour leur rendre hommage se tiendra au mausolée sous la présidence d'Andrazouel. Il s'agit à la fois d'un acte de reconnaissance nationale et d'une restauration de la dignité qui leur fut arrachée. Après cette étape, les dépouilles passeront par Yavlou, puis emprunteront la RN7. Elles sont attendues à Antirabé dans la soirée, à Mianjvaz le 3 septembre au matin, puis à Mahab dans l'après-midi. Le jeudi 4 septembre, elles atteindront le carrefour de Mourndav et enfin, le vendredi 5 septembre, elles seront remises officiellement à la famille à Béelou. En tant que héros de la nation, les Malagasy sont appelés à se tenir droit et à enlever leur chapeau à leur passage. Les automobilistes sont invités à descendre de leur véhicule lors du cortège. Ce rapatriement représente une victoire diplomatique, sociale et politique pour Madagascar. La restitution officielle par la France a eu lieu le 26 juillet dernier. Et pour clore cette page d'actualité locale, partant à Imbouch, comme il l'avait promis, le député élu à Imbouch, Ali Verassan, a remis le week-end dernier des fournitures scolaires complètes aux 3 premiers élèves des examens officiels CEPE, BEPC et baccalauréat dans chacun des 28 ZAP ou zones d'administration pédagogique de la circonscription scolaire d'Imbouch. L'objectif est d'encourager les élèves à poursuivre leurs études et d'alléger les charges des parents en ce début de rentrée scolaire, a souligné le député Verassan. Reportage sur les images de Daran Jansou. L'éducation est le socle du développement et une garantie pour un avenir meilleur. C'est dans ce sens que le député Verassan œuvre constamment pour le bien des élèves de son district. Ainsi, il a offert des kits scolaires complets aux 3 premiers des examens officiels CEPE, BEPC et baccalauréat dans chacun des 28 ZAP de la Cisco d'Imbouch. Une promesse qu'il avait faite et qu'il a tenue le week-end dernier. Ce soutien vise à encourager les élèves à poursuivre leurs études, mais traduit aussi sa volonté de soulager les parents face aux difficultés qu'ils rencontrent pour la scolarisation de leurs enfants, a déclaré l'élu. Les parents des élèves lauréats ont également montré leur reconnaissance envers le député pour son engagement dans le domaine de l'éducation à Imbouch. En plus de la remise de fournitures scolaires complètes et d'attestations de mérite qu'il tient chaque année, le député Verassan participe aussi à l'équipement des établissements en table-banc, à la réhabilitation des écoles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux comme des toitures ou du ciment dans plusieurs communes du district d'Imbouch. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Un puissant séisme de magnitude 6 suivi d'au moins 5 répliques ressenties à plusieurs centaines de kilomètres a fait plus de 800 morts et plus de 2700 blessés dans l'est de l'Afghanistan. Les dernières informations avec une correspondante de France 24. C'est le gouvernement à Kaboul qui a annoncé ce dernier bilan de plus de 800 morts en précisant très rapidement que de nombreuses zones sont toujours inaccessibles. Avec le tremblement de terre, il y a eu des glissements de terrain, des routes qui ont été coupées et ce tremblement de terre a eu lieu dans 2 provinces en particulier, celle de Nangarhar et celle de Kunar, qui sont à la frontière avec le Pakistan, qui sont des zones accidentées, des provinces montagneuses où les maisons sont plutôt construites en terre battue, donc très fragiles, et où le réseau routier est mauvais. Donc à Jalalabad, la grande ville la plus proche, la capitale de Nangarhar, depuis ce matin, c'est un balai des hélicoptères du ministère de la Défense taliban qui vont et qui viennent pour amener un peu d'aide, ramener des blessés dans les principaux hôpitaux qui sont débordés. Et le comptage des morts continue. Les autorités à Kaboul affirment que certains villages ont été rasés, mais assurent ne pas encore avoir le détail exact des personnes disparues. Donc toutes les autorités semblent très mobilisées. Après le précédent, en 2023, il y avait eu un séisme à l'autre bout du pays, dans l'ouest, qui avait fait 1500 morts à l'époque. Donc les autorités talibanes se disent prêtes à tout aujourd'hui. Et Israël a annoncé avoir tué hier dimanche le porte-parole de la branche armée du mouvement islamique Hamas dans la bande de Gaza, où l'heure où son armée poursuit son offensive dans le territoire palestinien affamé et ravagé par la guerre. Le porte-parole terroriste du Hamas, Aboui Obedia, a été éliminé à Gaza et a rejoint les autres personnes éliminées de l'axe du Mal d'Iran, du Liban et de Yémen
au fond de l'enfer, a affirmé le ministre de la Défense israélien Israël Katz sur son compte X. France 24 nous en dit plus. Il était l'un des derniers membres connus du Hamas, encore en vie à Gaza. Abu Obeida, porte-parole de la branche militaire du Hamas depuis 20 ans, reconnaissable à son kéfier masquant son visage, a rejoint la longue liste des victimes d'assassinats ciblés de l'armée israélienne. Jeudi dernier, c'est cette fois le premier ministre des rebelles houthis, Ahmad Khaled al-Rami, qui était tué sur le sol yéménite. Une stratégie totalement assumée par l'État hébreu. Au cours des dernières 24 heures seulement, nous avons éliminé l'un des principaux responsables du Hamas. Il y a quelques jours, nous avons éliminé la majeure partie du gouvernement terroriste houthi. Au Liban, nous frappons chaque fois que le Hezbollah tente de se relever. En Syrie, nous avons agi militairement il y a quelques jours. En moins de 2 ans, l'État hébreu a décimé une grande partie de la direction du Hamas. Mohamed et Yahya Sinwar, tués à Gaza, Ismaël Haniyeh, assassiné par Israël en Iran. Outre le Hamas, l'armée israélienne s'en prend aussi régulièrement aux représentants du Hezbollah, comme Ibrahim Akil, Fouad Chokr et surtout Hassan Nasrallah, tués lors d'un raid aérien en septembre dernier à Beyrouth. Sont aussi visés les Houthis ou les membres du régime des ayatollahs en Iran. En juin dernier, l'armée israélienne élimine plus de 20 hauts responsables militaires et politiques iraniens lors des 12 jours d'affrontement entre les deux pays. Israël ne compte visiblement pas s'arrêter là. Ce n'est pas fini, la plupart des dirigeants du Hamas se trouvent à l'étranger et nous les atteindrons également. La pratique de l'élimination ciblée est une constante de la stratégie israélienne depuis des décennies, mais elle s'est largement intensifiée depuis les massacres du 7 octobre 2023 dans le pays. Et au Kenya, les attaques de hyènes se multiplient, notamment dans les zones rurales proches des réserves naturelles. Ces incidents concernent principalement le bétail, mais des cas impliquant des habitants ont également été signalés. France 24. À la tombée du jour, elles sortent et s'invitent jusque dans les cours des maisons. Ces derniers mois, les hyènes ont tué 5 personnes au Kenya et effraient la population. En cause, le parc national de Nairobi, situé aux portes de la capitale, n'est pas totalement clôturé pour permettre la migration des animaux sauvages. Et les hyènes multiplient les attaques. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux. Je suis content de te voir. Moi aussi. Alors ça va? Je vois que tu vas mieux maintenant. Kelvin Mwendwa est étudiant en finance. Un après-midi, alors qu'il se repose seul près de cet étang à 2 pas de sa cité universitaire, une hyène s'approche. J'ai essayé de me défendre évidemment, mais elle m'a mordu ici la première fois. Alors je l'ai traînée sur plusieurs mètres et je suis tombé. Elle m'a sauté dessus, ça a coupé mon œil, mes sourcils et mon crâne. Après, je lui ai attrapé la tête, mais j'ai dû mettre mes doigts dans sa gueule. Kelvin a dû se faire amputer d'un de ses pouces et est toujours en convalescence. C'est ce voisin qui a réussi à faire fuir la hyène et lui a donc sauvé la vie. Mais cet agriculteur n'a malheureusement pas réussi à éviter le pire pour son propre frère, tué et dévoré par une meute de hyènes, le même jour, quelques centaines de mètres plus loin. C'était là. Il était en train de couper du bois. Tout ce qu'on a retrouvé du corps de mon frère, c'est un morceau de son œil et un morceau de son bras. Il n'y avait plus rien d'autre. Nos vaches, notre bétail se font manger par les hyènes. Et maintenant même les humains. Pour comprendre pourquoi ces attaques de hyènes se multiplient, il faut se rendre à l'intérieur du parc. Sur cette vidéo tournée par une touriste, les hyènes s'en prennent en grand nombre à des lionnes pour s'emparer de leur nourriture. Leur population aurait explosé ces dernières années à cause de la sécheresse qu'a connue le pays. C'est le genre d'endroit où elles passent souvent. Pendant la sécheresse, les herbivores n'avaient plus grand-chose à manger et beaucoup sont morts de faim. Et donc, les prédateurs, comme les hyènes, n'avaient qu'à se servir pour se nourrir. Et elles ont pu ainsi se reproduire en nombre. Ici, il y a environ 80 hyènes maintenant. Le parc ne peut pas être complètement clôturé. On doit laisser une ouverture aux animaux pour qu'ils puissent migrer en fonction du climat.
Quand c'est très sec, certaines espèces ne restent pas ici. Seulement voilà, la population de Nairobi grimpe en flèche. Près de 4,5 millions d'habitants aujourd'hui qui s'installent de plus en plus près de zones abritant des animaux sauvages. Alors les hyènes visitent fréquemment les maisons, comme sur ces images de vidéosurveillance. Et les autorités sont contraintes de les capturer pour les déplacer dans d'autres réserves. De nombreuses voix exigent que les parcs nationaux soient clôturés, mais pour ce défenseur de la faune, ce n'est pas la solution. La plupart des gens qui demandent à ce qu'on clôture totalement le parc ne sont pas des gens qui ont toujours habité ici. Ce sont des gens qui se sont installés récemment. La vie sauvage, c'est notre héritage. On a toujours vécu avec les animaux. C'est la culture du peuple Maasai de coexister avec la vie sauvage. Les autorités kenyanes ont publié des recommandations détaillant le comportement à adopter en cas de rencontre avec une hyène. Mais à Nairobi, beaucoup préfèrent désormais rester chez eux dès le coucher du soleil. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.